Je me trouve rue d'Arscott, une rue bruxelloise située sur la commune de Schaerbeek, à 2 pas de la gare du Nord. Une rue qui est surtout connue pour la prostitution qu'elle accueille sur ses rez-de-chaussée. Les travailleuses du sexe attendent le client derrière leur vitrine, ou comme on dit dans le jargon, dans leur carré. Et si je me trouve ici, c'est pour me pencher sur un changement législatif dont on a beaucoup parlé en 2022. Dans la nuit du 17 au 18 mars 2022, le Parlement fédéral approuvait par une large majorité la réforme du droit pénal sexuel, réforme qui contenait notamment dans son texte la décriminalisation de la prostitution. On peut compter sur les doigts d'une seule main les États ou les régions du monde qui ont totalement décriminalisé l'activité. Il y a la Nouvelle-Zélande et 3 États australiens. La Belgique est donc le 2e pays à faire de même, et pour comprendre les enjeux de cette décriminalisation, je me suis d'abord rendue dans les locaux bruxellois d'Espace P, ici, rue d'Arscott. L'association est présente dans la capitale et dans plusieurs villes wallonnes et offre de l'écoute, de l'aide juridique ou encore des produits sanitaires aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, qui seront plus d'une fois dans ce reportage appelé par leur acronyme TDS. Je m'appelle Isabelle Jaramillo et je suis coordinatrice à l'ASBL Espace P. Alors les enjeux, ils sont multiples. Ils sont de un, d'abord la reconnaissance en fait de l'existence de cette activité. Les politiques ont reconnu que les personnes qui exercent cette activité ont le droit d'être protégées et ont le droit d'avoir des droits. Les autres enjeux touchent clairement l'activité en tant que telle, à savoir que les tierces parties, à l'heure actuelle, ne sont plus considérées comme proxénètes, ce qui, au préalable, avant le vote de cette loi, ça arrivait quand même encore régulièrement. Tierces parties, on entend par là, par exemple, quelqu'un qui fait le site internet d'une travailleuse du sexe, ou le chauffeur qui accompagne une escorte chez le client ou à l'hôtel. Le comptable, on a eu des situations avant où il y avait des comptables qui refusaient en fait de travailler avec des TDS parce qu'ils avaient peur justement qu'on les accuse de proxénètes, parce qu'ils touchaient un profit de l'activité. La TDS sous-traitait en fait ces personnes. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est quand même une fameuse avancée aussi. Une autre avancée dans cette réforme, c'est le fait que la publicité est toujours interdite, à l'exception de ce qui est prévu par la loi. Ce qui veut donc dire que les plateformes numériques concernant tout le travail du sexe en ligne vont être réglementées, régularisées, etc. Et que le travail en vitrine pourra être maintenu comme étant une forme de promotion de son activité. Les tiers ne sont donc plus considérés comme des criminels, mais la réforme précise que cela reste valable tant qu'il n'y a pas de profit anormal. Une notion clé qui n'est pas encore clairement définie par la jurisprudence, mais les juristes un peu tatillons, eux, ils soulignent néanmoins qu'on ne peut pas réellement parler de décriminalisation de la prostitution, car en Belgique, l'activité n'a jamais été criminalisée. D'un point de vue juridique, c'est vrai, mais avant la réforme, un attirail de loi exposait indirectement les TDS à un risque de criminalisation, notamment en criminalisant tous les actes liés de près ou de loin à l'argent issu du travail du sexe. C'est ce qu'expliquait Isabelle Jaramillo de chez Espace P, avec les exemples du chauffeur ou encore du comptable. Donc concrètement, depuis la décriminalisation, chaque TDS peut se déclarer via un statut d'indépendant ou en tant qu'employé. C'est ce qui se faisait déjà auparavant, mais sous des fonctions déguisées. La plupart du temps, les TDS se déclaraient en tant que serveuses ou masseuses. Je marche toujours dans le quartier nord de Bruxelles, non loin de la rue d'Arscott, et maintenant qu'on a éclairci les grandes lignes de cette décrime, je voudrais m'attacher à comprendre ce qu'elle a vraiment modifié sur le terrain, pour les premiers, et surtout pour les premières intéressées. Rappelons quand même que les femmes représentent plus de 90% des TDS. Mais lorsque je m'approche des vitrines avec mon micro, les rideaux se ferment assez rapidement et les travailleuses me font comprendre qu'elles ne souhaitent pas être interrogées. Alors c'est d'abord hors des quartiers de prostitution que j'ai rencontré une première travailleuse du sexe. Elle s'appelle Marie, c'est une ancienne liégeoise qui habite aujourd'hui dans la capitale. Je lui ai demandé quel était son ressenti suite à la décriminalisation de la prostitution. Donc voilà, je m'appelle Marie, j'ai 67 ans. J'ai commencé la prostitution à l'âge de 36 ans. Avant ça, j'étais ouvrière d'usine, serveuse de brasserie, négociante en métaux précieux. Donc voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et puis alors, à un moment donné, je suis entrée en prostitution, comme tout le monde entre en prostitution, pour des moyens financiers. Parce qu'il y avait un manque d'argent. C'est assez compliqué. Donc maintenant, ils disent qu'on peut faire de la publicité. Il y en a toujours eu, hein. Il y a jamais un juge qui nous a condamnés pour faire de la publicité.
On peut ouvrir un compte en banque qui disent... Je vois quand même qu'encore maintenant, on refuse des comptes en banque. Les banques, quand ils sentent que ce n'est pas de l'argent clair, net, ils refusent. Et ils ne disent même pas pourquoi ils refusent. Maintenant, on peut louer un rez-de-chaussée, mais moi, depuis que je suis né, j'ai toujours connu qu'on louait des rez-de-chaussée pour la prostitution, quoi. Donc ça ne change pas spécialement la relation avec les banques ou avec les propriétaires, mais qu'est-ce qu'elle amène concrètement alors cette décrime pour les TDS ? Mais normalement, ça devait amener des protections aux personnes prostituées, mais je me rends compte que ça ne va amener des protections qu'à une certaine minorité de personnes prostituées, surtout aux privilégiés, donc qui osent se déclarer déjà comme prostituées, qui osent montrer leur visage, elles sont très très peu. Donc vraiment, ça va être un minimum syndical, quoi. C'est vraiment... je trouve qu'on a fait beaucoup autour de ça sans rien faire pour aider ces femmes, aussi bien à sortir de la prostitution, parce qu'il y a des femmes qui veulent sortir de la prostitution, parce que c'est pas un métier facile, d'ailleurs, c'est pas un métier pour moi, c'est une activité. Donc voilà, je ne vois pas tellement bien ce que cette décrime a amené. Il fallait passer par la décrime pour avoir des droits. Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain ? Que des problèmes, que des propriétaires véreux, que des réseaux. Donc ça n'a rien changé. C'est des belles paroles sur du papier. Est-ce que autour de toi, tu entends des prostituées dire que cette décrime, elle a vraiment changé les choses pour elles ? Aucune. Il n'y en a aucune qui m'a dit « Ah oui, c'est génial, maintenant je vais pouvoir me déclarer, j'aurai une pension. » Aucune. Même pas les filles qui travaillent par un quartier rouge et tout ça. Non, aucune. Quartier Rouge, comme le mentionne Marie, c'est une des plateformes en ligne les plus utilisées par les TDS pour trouver des clients. J'ai d'ailleurs rencontré Léa, une autre TDS qui fonctionne via ce site. Elle est de nationalité française et habite en Belgique, et elle milite notamment pour les droits des TDS. Elle se décrit elle-même comme faisant partie des plus privilégiés, car elle sait que beaucoup des prostituées qu'on rencontre dans les vitrines se trouvent le plus souvent dans un parcours de migration, sont sans papier, voire victimes de traite des êtres humains. Alors comme pour Marie, j'ai demandé à Léa son ressenti concernant les changements apportés par la décriminalisation et si elle souhaitait désormais se déclarer. Moi c'est Léa, j'ai 25 ans, je vis à Bruxelles et ça fait plus d'1 an que je fais du travail du sexe maintenant. En vrai, on sait que ça commence par des lois, le fait que des personnes marginalisées soient reconnues dans la société. Moi, j'avoue que l'effet d'annonce, il m'avait fait plaisir aussi, quoi. Je me disais, déjà, c'est cool de se voir représenté dans les médias et pour une fois, pas trop diabolisé. Après, pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. De toute façon, moi, j'ai pas la volonté de me déclarer. Déjà parce que je sais pas si c'est une activité que je vais exercer à long terme. Donc, j'ai pas forcément envie de faire des démarches administratives pour ensuite arrêter quelques mois après. C'est une activité que j'ai choisie parce qu'il y a ce côté émancipateur, on va dire, parmi tant d'autres. Je suis pas en train de faire l'apologie du travail du sexe du tout, mais je choisis quand je travaille, j'ai de compte à rendre à personne et je fais ce que je veux avec mon argent. Du coup, le fait de dépendre des institutions, alors que moi, si je suis allée vers ce travail-là, c'est parce que les institutions, elles ont pas su m'aider. Je suis un peu genre... Bah non, en fait, vous allez pas avoir mon argent et moi, je vais cotiser à ma façon en soutenant des démarches qui me tiennent à cœur. Mon entourage amical est au courant, par contre ma famille non, et j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent ou qu'ils me voient comme une victime. Bon, il y a des astuces pour passer à peu près anonyme au niveau administratif, tout ça. Et donc ouais, j'ai envie de rester anonyme et en fait j'ai trop la flemme que quand je postule à d'autres métiers ou que je veux créer d'autres projets plus tard, on fasse genre « Ah ouais, elle c'est la pute !» Bah du coup, en fait, elle sait faire que ça. Alors qu'en vrai, je sais faire plein de trucs. Mais sur du long terme, pourquoi pas ? Si je veux vraiment faire une carrière et aussi que j'ai besoin d'un statut pour continuer à résider en Belgique, bah alors je me déclarerai. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Donc oui, c'est bien que ça existe et forcément ça va aider des personnes. Après, de là à dire que c'est une révolution dans le travail du sexe, je pense pas. Un des espoirs portés par les associations de terrain avec la décrime, ça serait justement d'un jour permettre aux prostituées sans titre de séjour de se déclarer afin de résider légalement en Belgique. C'est très complexe de chiffrer le nombre de prostituées sans papier en Belgique, mais ce que les associations affirment, c'est qu'il s'agit du groupe le plus vulnérable dans le domaine du travail du sexe.
Je n'avais pas réussi à entamer un dialogue avec les prostituées, pour la plupart étrangères, que j'avais croisées dans les vitrines, mais j'ai finalement pu le faire en passant par des propriétaires de vitrines situés rue Linné, à Saint-Josse, à Bruxelles. Parmi eux, il y avait Joe, Francis et aussi Pascal, une ancienne TDS propriétaire de 2 carrés depuis 30 ans, dont celle dans laquelle nous avons discuté à rideau fermé et qui est pour le moment louée par Nancy, qui vient du Nigeria. Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'installe entre propriétaires et travailleuses du sexe à propos de cette décriminalisation ? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu réellement l'occasion d'en parler. On a eu quelques bribes, on leur a expliqué que bon, voilà, il allait y avoir des changements, mais personne ne sait exactement sur quel pied danser. La plupart des filles n'ont pas les papiers pour être en ordre non plus. Parce qu'ils viennent avec des papiers qui disent qu'ils sont reconnus en tant que réfugiés politiques en Italie et en Espagne et qu'ils peuvent circuler librement sur le territoire là-bas. Mais ça ne leur donne pas vraiment le droit de venir travailler ici, chose qu'ils font quand même. La police laisse faire. Ma locataire, elle a la nationalité belge, elle a des papiers belges. Supposons que demain, elle se déclare, elle paye ses lois sociales, tout est OK. Je présume que pour les contributions, on va être taxé forfaitairement. Mais est-ce que ça coule quand même de source? Avant de gagner 1 000 € pour payer aux taxes, il faut déjà en faire des clients. Hein? Donc ça quand on veut bien d'elle, combien de passes elle doit faire pour couvrir ça? Elle doit payer ses assurances, il y a le gaz, l'électricité. Vous savez ce que coûte une passe? Non? Combien gagnez-vous par client? 25 €. Nancy, in your situation, Nancy, dans ta situation, si demain on te dit que tu dois déclarer ton travail, ça va te coûter 1 000 € par mois. Par mois? Tu en penses quoi? C'est cher, c'est beaucoup trop pour que je puisse payer les taxes. C'est le minimum. Et qu'est-ce qu'on aura en échange? J'ai donc vraiment du mal à trouver des TDS qui me disent concrètement que depuis 2022, la décriminalisation de la prostitution a véritablement changé les choses dans la pratique. Mais il y a un point légal sur lequel on ne s'est pas encore arrêté et qui pourrait changer la donne, c'est la nouvelle loi belge du travail pour les TDS. Bonsoir, merci d'être là à la 3e édition du Bruxelles Porn Film Festival. Cette loi va bien au-delà de la décrime et est une véritable première mondiale. Elle a été approuvée par le Parlement fédéral le vendredi 3 mai 2024 et le samedi 4 mai, je m'étais justement rendue au Brussels Porn Film Festival pour assister à une table ronde sur la thématique du travail du sexe en ligne. Dans l'audience, on peut dire que l'annonce du vote de cette loi était vraiment une bonne nouvelle. Je voulais, juste avant de laisser la parole aux intervenantes sur la table ronde, je voulais juste dire un petit mot sur une avancée majeure législative qui vient de se produire. C'est-à-dire que 2 ans après la décriminalisation du travail sexuel en Belgique, cette nuit, au Parlement fédéral, a été voté le cadre de la loi pour le travail du sexe, ce qui veut dire que les contrats de travail salariés vont pouvoir exister à présent pour les travailleurs du sexe en Belgique. Avec tous les droits sociaux qui vont avec. Voilà, donc c'est... La personne qu'on entend, c'est Marianne Charjois, travailleuse du sexe, performeuse et membre de l'association UTSOPI, l'Union belge des travailleurs et des travailleuses du sexe. Concrètement, ce qu'elle explique, c'est que grâce à cette loi, les TDS pourront désormais être employés sous un contrat de travail sans devoir se dissimuler derrière une autre activité et pourront accéder à la sécurité sociale. Ça veut dire avoir les mêmes droits que toute autre personne salariée, cotiser pour sa pension, accéder à un congé de maternité, au chômage ou encore à des congés payés. La loi protège les TDS contre les risques professionnels sur leur lieu de travail, en leur assurant des droits, comme le droit de refuser un client ou un acte sexuel, et le cadre légal prévoit également que les employeurs doivent avoir un siège social en Belgique et ne pas avoir été condamnés pour une série de délits. Je suis retournée rue d'Arscott pour discuter de cette loi avec les membres du TSOPI, car l'association est également basée dans cette rue. J'ai rencontré le directeur, Dan Bowens, à qui j'ai demandé ce que cette loi allait vraiment changer en comparaison à l'ancien système. Ah oui, c'est moi. Oui, d'accord, merci.
pour nous, en fait, créer des droits de travail spécifiques pour l'activité. C'est un outil pour lutter contre les abus au travail. Il y a beaucoup de boîtes où les employeurs peuvent dire ici, en fait, on fait que du massage. Ici, on fait que une autre activité qui cache la vraie activité. On pourrait continuer à utiliser ce système, sauf que cet employeur-là peut forcer une TDS de prendre un client qu'elle ne veut pas prendre, de lui dire qu'elle doit faire des pratiques sexuelles qu'elle ne veut pas faire. Et quand tu forces une personne à avoir des relations sexuelles avec une autre personne, c'est du viol. Donc en fait, si on reste sous ce système-ci, ça ne va pas. D'accord, mais il y a plusieurs de mes intervenants et intervenantes, notamment des TDS, qui critiquent cette loi en disant qu'elle ne va pas bénéficier à celles et ceux qui en auraient le plus besoin. Il y a notamment une TDS que j'ai rencontrée qui pratique dans le cadre d'une prostitution estudiantine et qui m'a fait remarquer que cette loi, elle ne sera pas applicable aux étudiants, aux intérimaires, ni encore aux flexi-jobbers. Et puis il y a aussi d'autres acteurs du monde associatif, comme la SBL Entre Deux, qui est basée dans le bassin de Charleroi, qui soulignent que ça exige une certaine rigueur quand on est TDS dans une situation précaire, voire à la rue, de rentrer des papiers tous les trimestres, et que finalement ça peut paraître un peu futile, tous ces changements législatifs. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Entre Deux a tout à fait raison, absolument. La décriminalisation, ce n'est pas une solution miraculeuse à tous les problèmes qu'il y a dans le secteur. Le contrat de travail non plus. Mais en tout cas, on va au moins pouvoir offrir l'accès à la sécurité sociale et des protections sur le lieu du travail pour les personnes qui travaillent dans les boîtes. Est-ce que ça va aider la majorité des TDS ? Je ne sais pas et je ne le pense pas honnêtement. Est-ce qu'il y a des risques qui sont liés ? Absolument. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler maintenant. C'est en fait comment est-ce qu'on va s'assurer de la protection des personnes sans papier, les personnes très précaires. Maintenant qu'il y a un cadre légal, ça pourrait bien être un outil pour faire disparaître le travail du sexe de rue, déguisé comme mesure pour la sécurité et l'hygiène. Mais il faut commencer quelque part pour obtenir des droits pour les TDS. Il faudra encore un peu de patience pour savoir si les personnes qui se prostituent dans des boîtes ou dans des bars seront vraiment preneurs et preneuses de ce nouveau système, car on attend encore des arrêtés royaux pour fixer les modalités pratiques de l'application de cette loi de travail. Mais il y a quelques TDS à qui ces nouvelles conditions peuvent bénéficier, qui se demandent depuis peu de temps s'il sera également possible de déclarer des contrats via une entreprise partagée, comme par exemple la très connue coopérative Smart. C'est le cas de Julie, que j'ai rencontrée dans la région de Charleroi. Julie est TDS depuis 13 ans, elle a commencé dans un bar à champagne, en vitrine, dans la province de Namur, et ça fait maintenant 6 ans qu'elle est assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap via l'association Aditi. Alors, au niveau de la décrime, sur le terrain, pour moi, en fait, c'est surtout de l'espoir que j'ai, parce que je ne vois pas pour l'instant de changement réellement, mais j'ai moins peur de me montrer. Après, ça me donne de l'espoir. C'est-à-dire que j'espère vraiment que dans l'avenir, le statut qui va se mettre en place se déroule correctement et pour tous les TDS, que ce soit choisi, non choisi, victime, pas victime. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est en fait, quand on est avec l'association Aditi, on doit avoir un travail principal. Donc, j'ai été aide ménagère pendant 4 ans. Mais j'ai des soucis de santé avec mon dos et tout ça, et donc j'ai arrêté. Mais c'est vrai que ça me plairait bien, moi, d'exercer en temps plein, en fait. Parce que c'est ce que j'aime, mais j'aimerais bien le faire avec la Smart. Parce que je trouve que là, on est comme salarié, on rejoint une coopérative, etc. Il y a un cadre différent. Et avec la nouvelle loi qui vient, on a changé la définition du proxénétisme. Et du coup, là, moi, ce que j'espère, c'est que la Smart puisse ouvrir la porte aux TDS, en fait. Parce que beaucoup de TDS aimeraient bien passer par la Smart pour pouvoir se déclarer et avoir accès aux droits sociaux et tout ce qui suit, quoi. Je les ai déjà contactés et je vais essayer de les rencontrer. J'ai fait comme Julie, j'ai contacté et puis rencontré Smart afin d'y voir plus clair, car Julie n'est pas la seule à souhaiter se déclarer via l'entreprise partagée. Certains et certaines TDS n'ont d'ailleurs pas attendu pour le faire. J'ai brièvement échangé via WhatsApp avec un escorte qui se déclare jusqu'à présent via Smart, mais en déguisant sa fonction, même si c'est interdit par la coopérative. Smart est en ce moment même en discussion avec plusieurs associations comme Utsopi pour essayer de répondre à la demande des TDS. Je suis Anne-Laure Desgris, administratrice déléguée de la coopérative Smart ici en Belgique.
Moi, comme mon équipe, je vais dire d'instruction, des nouveaux métiers qui pourraient apparaître dans le champ de Smart, bien sûr que c'est un sujet que nous suivons à plusieurs collègues. Sans arrêté d'exécution, nous ne pourrons pas instruire la faisabilité de l'exercice du métier via Smart. S'il y a une attente de subordination telle que rédigée dans la loi, ça n'est pas la pratique de Smart, donc on ne pourra pas ouvrir ça. Maintenant, s'il y a, je ne sais pas, j'ai lu dans les textes ceux qui pratiqueraient à domicile ou dans d'autres lieux, il semblerait que dans ce cas-là, il n'y a que le statut d'indépendant qui s'offrira à elles et eux. Si on veut ouvrir plus, il faut travailler avec des juristes là. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est en travaillant sur des cas concrets comme celui que vous venez de citer, les arrêtés doivent être rédigés de telle façon qu'elles permettent de pouvoir exercer via Smart si on le souhaite, et 2, pour Smart, de vérifier qu'il n'y a pas de fausse naïveté aussi sur la pratique. Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à des conditions qui rendraient l'exploitation, en tout cas de travailleurs ou de travailleuses, possible. Ça, c'est aussi, là, pour le coup, d'un point de vue éthique et légal, quelque chose auquel on est très, très attaché aussi. 2 ans après, la décriminalisation de la prostitution n'a donc que peu d'effets sensibles sur le terrain, en tout cas du côté des TDS, car les associations soulignent également une série d'effets moins visibles liés à la décrime, des effets qui touchent directement les TDS, mais également les services d'aide qui les entourent. Je m'appelle Guillaume Lautrec, je suis le directeur d'Alias, et Alias, c'est une SBL qui existe depuis 15 ans à Bruxelles. On offre de l'accompagnement psycho-médico-social aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et aux personnes trans concernées par le travail du sexe et ou la prostitution. Le fait de décriminaliser dès le départ, c'est ce que nous, chez Alias, on a milité, une forme de réduction des risques pour les TDS. Ça n'est plus un risque juridique de pratiquer le travail du sexe. C'est-à-dire que, évidemment, la décrime, ça n'a pas fait d'un coup stopper les agressions transphobes, les agressions homophobes, les agressions putophobes et racistes dont sont victimes les personnes qu'on reçoit. Mais parmi la liste de tous les risques auxquels une personne qui fait du travail du sexe s'expose, on a retiré le risque juridique. Et ça concerne toutes les TDS, même celles qui n'ont pas droit au contrat de travail, même celles qui n'ont pas de papier, même celles qui ne veulent pas être reconnues ou qui ne veulent pas que ça se sache qu'elles soient TDS. Le fait de baiser pour de l'argent, ce n'est plus un risque juridique. Et surtout, tes colocs, tes copines, ton comptable, ton petit ami chauffeur ou garde du corps, ils ne risquent plus rien parce qu'ils t'aident. Et donc, voir les changements de quelque chose qui réduit des risques, c'est compliqué, puisque on ne voit pas de changement. Donc voilà, la décrime, c'est important qu'elle passe d'abord, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où il y a un statut de salariat, où il y a un statut d'indépendant, les gens qui n'ont pas accès à ce statut, parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas à risque d'être criminalisés. En tout cas, nous, c'est notre espoir. Mais effectivement, les TDS qui ont envie d'un cadre de travail légal, pour l'instant, rien n'a changé pour elles. Mais concrètement, nous, sur le terrain, on a vu des petits changements. Pas du côté du public, mais du côté des institutions. Je crois que depuis la décrime et dans les mois qui ont suivi, on n'avait jamais eu autant de sollicitations d'associations, d'hôpitaux, de CPAS, de psychologues, de soignants qui avaient envie de comprendre comment mieux aider les travailleurs du sexe. Ça a fait que la conversation a eu lieu. Et donc ça, pour nous, c'était déjà quelque chose d'important. Et puis, même arriver à ce que des équipes de travailleurs sociaux, de soignants, soient en demande de formation sur ces sujets-là. Même s'il y avait déjà les formations, Espace P donne des formations depuis très longtemps, mais c'était les formations plutôt à la police jusqu'à présent. Et l'autre point, je cite souvent cet exemple de l'épidémie de variole du singe qui est survenue l'été après la décrime. La Belgique n'avait pas assez de vaccins et les personnes les plus à risque étaient les HSH et les personnes trans qui pratiquent le travail du sexe. On a réussi honnêtement assez facilement en 3-4 réunions avec d'autres ASBL à faire en sorte que le ministre de la Santé mette officiellement en tête de liste les priorités de vaccination pour la variole du singe, les travailleurs et travailleuses du sexe. Je me demande si dans un contexte où il n'y avait pas eu la décrime quelques mois avant, les politiques auraient été aussi faciles à convaincre qu'on avait là une catégorie de la population à protéger. La décriminalisation, en fait, c'est une très grande victoire. Dan Bowens, d'Utsopi. Surtout pour le moment symbolique. C'est une reconnaissance du travail du sexe en tant que travail. Avant la décriminalisation, il y avait encore grand nombre de TDS qui pensaient que faire du travail du sexe était en soi un délit, ce qui n'a jamais été le cas. Maintenant, je pense que chaque TDS dans le pays sait qu'en fait, ce qu'elles font, c'est en aucun cas un délit. Après ça, on a aussi vu des retours de la part de la police
En fait, dans les centres de prise en charge après les violences sexuelles, il y a un nombre croissant de TDS qui viennent porter plainte contre des clients parce que les clients n'ont pas respecté le contrat oral. Et après ça aussi, on a vu que dans les annonces sur Internet, il y a aussi une diminution significative d'offres de pratiques à risque. Quand il s'agit des personnes les plus précaires, je pense que cette victoire symbolique, ça a des effets pour ces personnes parce qu'il y a plus de CPAS et d'autres services sociaux qui vont pouvoir les aider ou qui vont vouloir les aider et en fait reconnaître leur réalité sans stigmate. Donc cette victoire symbolique a quand même des effets pratiques.